Aujourd'hui, je vais vous parler de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la mousson sans jamais oser le demander. Alors pour comprendre le phénomène de mousson, il va falloir d'abord qu'on parle des différences entre l'océan et les surfaces continentales. Donc dans l'océan, l'action du vent permet aux 30 ou 40 premiers mètres dans les régions tropicales d'interagir avec l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la couche mélangée océanique. À l'inverse, sur les surfaces continentales, c'est uniquement le premier mètre qui va interagir avec l'atmosphère. Donc il y a une capacité thermique très différente de l'océan et des surfaces continentales. En réponse au mouvement saisonnier du Soleil, on va donc avoir des surfaces continentales qui vont se réchauffer beaucoup plus vite, beaucoup plus que l'océan, et de ça, il va résulter des fortes différences de température, et donc des fortes différences de pression qui vont être l'origine du phénomène de mousson. On va trouver des phénomènes de mousson un petit peu dans toutes les régions des tropiques, où on va avoir une présence de surface continentale et de l'océan, donc ça fait quand même pas mal de régions. Donc il existe une mousson sud-américaine, il existe une mousson australienne, mais on va quand même beaucoup parler aujourd'hui de la mousson asiatique ou de la mousson indienne. Et la raison pour laquelle on va se concentrer sur cette mousson-là, c'est qu'il y a une particularité du bassin de l'océan Indien, c'est le seul bassin tropical qui est entièrement bordé sur sa partie nord par des surfaces continentales. Et donc, le réchauffement de ces surfaces continentales va être beaucoup plus fort dans la période de mousson. En outre, c'est aussi une région où il y a des montagnes très élevées, hein, l'Himalaya, et donc le réchauffement de ces surfaces continentales ne va pas être directement en surface, mais plus en altitude, dans une région où l'atmosphère est plus froide. Du coup, les différences de température entre l'océan et les surfaces continentales vont être plus importantes, et on va avoir un phénomène de mousson qui va être beaucoup plus violent. Pour comprendre la dynamique de la mousson indienne, il va falloir qu'on parle un petit peu de la rotation de la Terre. Donc, comme je l'ai dit précédemment, pendant l'été de notre hémisphère, l'Inde, l'Himalaya vont se réchauffer et donc la pression de l'hémisphère nord va baisser, va être plus basse que celle de l'hémisphère sud. S'il n'y avait pas de rotation de la Terre, on aurait des vents qui iraient directement depuis les hautes pressions dans l'hémisphère sud vers les basses pressions dans l'hémisphère nord. En raison de la rotation de la Terre, il va y avoir la force de Coriolis qui va dévier cette circulation vers la gauche dans l'hémisphère sud et vers la droite dans l'hémisphère nord. Alors on va donc avoir une circulation coudée hein, qui va changer de sens entre les deux hémisphères. Et sur la mer d'Arabie, où les vents de mousson sont les plus forts, on va avoir des vents de sud-ouest. C'est pour ça qu'on appelle aussi la mousson indienne la mousson de sud-ouest. Pour comprendre pourquoi il pleut pendant la mousson, il suffit de savoir comment marche un sèche-cheveux. Donc un sèche-cheveux, en fait, on fait souffler de l'air sur les cheveux mouillés, et plus l'intensité de cette air qui passe, plus l'intensité du vent en fait va être forte, plus l'évaporation va être rapide. Pendant la mousson, on a des vents très forts qui viennent de l'hémisphère sud, qui passent sur la mer d'Arabie et qui vont vers l'Inde. Le long de leur trajet, ces vents vont prélever de l'humidité, vont créer de l'évaporation, donc vont prélever de l'humidité sur l'océan. Et une fois que ces vents vont arriver sur le relief du sud de l'Inde en particulier, on va avoir une circulation qui va s'élever et donc l'air va se détendre, se refroidir et l'humidité qui est contenue à l'intérieur va se condenser. En se condensant, cette eau va libérer de la chaleur, ce qu'on appelle de la chaleur latente. Et cette libération de chaleur va entretenir le mouvement de mousson. C'est-à-dire que la mousson est initiée par des différences de température entre les deux hémisphères, mais ensuite le fait qu'il pleuve pendant la mousson va maintenir, va amplifier cette circulation de mousson. Oui, il existe une mousson d'hiver qu'on appelle aussi la mousson de nord-est, qui est une circulation qui va exactement dans le sens inverse de la mousson de sud-ouest, par contre qui est beaucoup moins intense. Alors pour comprendre pourquoi elle est beaucoup moins intense, il suffit de revenir à la cause finalement de cette circulation de mousson. J'avais parlé de différence de température entre les deux hémisphères. Donc en hiver, c'est l'hémisphère sud qui se réchauffe, mais l'hémisphère sud, c'est de l'océan. Et justement, comme on a une couche mélangée plus épaisse, ben, il va y avoir un réchauffement qui va être moins important que le réchauffement de l'hémisphère nord pendant l'été, donc une circulation qui va être moins forte.
Alors la mousson a de multiples conséquences sur l'océan et c'est un phénomène qui est vraiment important quand on s'intéresse à l'océan Indien en particulier, mais à tous les océans qui bordent des régions où il y a une mousson. En particulier sur l'océan Indien, donc la direction, les vents de sud-ouest vont entraîner, à cause encore une fois de la rotation de la Terre, de la force de Coriolis, des mouvements de masse d'eau qui vont s'éloigner des côtes de Somalie et des côtes d'Oman, donc de la partie ouest de la mer d'Arabie. Donc pour compenser cette eau qui s'éloigne de la côte, il va y avoir des eaux profondes qui vont venir pour remplacer ces eaux qui s'écartent en surface. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'upwelling. Et donc cet upwelling va avoir deux conséquences. D'une part, il va ramener des eaux qui sont beaucoup plus froides. On va avoir des eaux qui vont être à 22 degrés près des côtes de Somalie ou d'Oman, alors qu'elles sont à 28 degrés de l'autre côté du bassin. Une autre conséquence, c'est que les eaux qui viennent des profondeurs, elles sont riches en nutritifs azotés. Et c'est à partir de ces nutritifs azotés que toute la chaîne alimentaire océanique se développe. Donc ces nutritifs azotés, ils vont permettre à du phytoplancton, à du zooplancton, à des petits poissons de se développer. Et ça fait de la mer d'Arabie en particulier une des régions les plus productives en termes de biomasse océanique dans le monde.